Chapitre 6. Le travail. Avant Resnik, celui qui dormait avec moi était un Polonais dont personne ne connaissait le nom. Paisible et silencieux, il avait 2 vieilles plaies au tibia et dégageait la nuit une répugnante odeur de maladie. Et comme il était faible de la vessie, il se réveillait et me réveillait 8 à 10 fois par nuit. Un soir, il m'a laissé ses gants à garder et est entré à l'infirmerie. L'espace d'une demi-heure, j'ai espéré que le fourrier oublierait que j'étais restée seule à occuper la couchette, mais alors que l'extinction des feux avait déjà sonné, la couchette a grincé et un long type roux, portant le numéro des Français de Drancy, s'est hissé à côté de moi. Avoir un compagnon de lit de haute taille est une véritable calamité, cela veut dire perdre des heures de sommeil. Et moi, justement, je me retrouve toujours avec des grands parce que je suis petit et qu'il n'y a pas la place ici pour 2 grands ensemble. Mais il s'est vite avéré que Resnik n'était pas pour autant un mauvais compagnon. Il parlait peu et poliment, il était propre, il ne ronflait pas, il ne se levait que 2 ou 3 fois par nuit et toujours avec précaution. Le matin, il s'est proposé de faire le lit, opération laborieuse et compliquée, et qui comporte une responsabilité considérable, vu que ceux qui font mal leur lit, les schlechte Bettenbauer, sont punis sans retard. Et il l'a fait vite et bien. Aussi, n'ai-je pas été fâchée de voir plus tard, place de l'Appel, qu'il avait été mis dans mon commando. Sur le chemin du travail, chancelant dans nos gros sabots, sur la neige gelée, nous avons échangé quelques mots, et j'ai appris que Resnik était polonais, qu'il avait vécu 20 ans à Paris. Il parle un français impossible. Il a 30 ans, mais comme à chacun de nous, vous lui en donneriez aussi bien 17 que 50. Il m'a raconté son histoire, et aujourd'hui, je l'ai oubliée, mais c'était à coup sûr une histoire douloureuse, cruelle et touchante, comme le sont toutes nos histoires, des centaines de milliers d'histoires, toutes différentes et toutes pleines d'une étonnante et tragique nécessité. Le soir, nous nous les racontons entre nous. Elles se sont déroulées en Norvège, en Italie, en Algérie, en Ukraine, et elles sont simples et incompréhensibles, comme les histoires de la Bible. Mais ne sont-elles pas, à leur tour, les histoires d'une nouvelle Bible ? Lorsque nous sommes arrivés au chantier, on nous a conduits à la Eisenröhrplatz, l'esplanade où on décharge les tuyaux en fer, puis les formalités habituelles ont commencé. Le capot a refait l'appel, il a rapidement pris note du nouveau venu, il s'est mis d'accord avec le Meister civil sur le travail de la journée, après quoi il nous a confiés au Vorarbeiter et s'en est allé dormir dans la cabane à outils près du poêle. C'est un capot qui nous laisse tranquilles. Comme il n'est pas juif, il n'a pas peur de perdre sa place. Le Vorarbeiter a distribué les vérins à ses amis et à nous les leviers en fer. Comme d'habitude, il y a eu un court moment de lutte à qui prendrait les leviers les plus légers. Et aujourd'hui, je me suis mal débrouillée. J'ai un levier tout tordu et qui pèse au moins 15 kilos. Je sais déjà que même si j'avais à m'en servir à vide, je serais mort de fatigue au bout d'une demi-heure. Nous voilà partis, chacun avec son levier, boitant dans la neige qui commence à fondre. À chaque pas, un peu de neige et de boue s'attache à nos semelles, en bois, tant et si bien qu'on finit par marcher sur 2 amas informes et pesants dont on n'arrive pas à se débarrasser. À l'improviste, l'un des 2 se détache et alors c'est comme si on avait une jambe plus courte que l'autre de 10 cm. Aujourd'hui, il nous faut décharger du wagon un énorme cylindre de fonte. Je crois bien que c'est un tube de synthèse. Il doit peser plusieurs tonnes. Dans un sens, c'est préférable pour nous, car il est bien connu qu'on se fatigue moins avec les gros poids qu'avec le petit. Le travail, en effet, est mieux réparti et on nous donne les outils nécessaires. Mais c'est quand même un travail dangereux, qui demande une concentration continue. Il suffit d'un moment d'inattention pour être entraîné par la masse. Meister Nogala, le contremaître polonais, raide, sérieux, taciturne, a personnellement surveillé la manœuvre. Le cylindre de fonte repose maintenant sur le sol et Meister Nogala dit « Bollen holen ». Le cœur nous monte. Cela veut dire « porter des traverses ».
pour construire dans la boue molle la voie sur laquelle le cylindre sera roulé à l'aide des leviers jusqu'à l'intérieur de l'usine. Mais les traverses sont encastrées dans le sol et pèsent 80 kilos, ce qui représente à peu près la limite de nos forces. Les plus robustes d'entre nous, en s'y mettant à deux, pourront transporter des traverses pendant quelques heures. Pour moi, c'est une torture, le poids me scie en deux la clavicule. Au bout du premier voyage, je suis sourd et presque aveugle, tant l'effort est violent. Et je serai prêt aux pires bassesses pour échapper au second. Je vais essayer de faire équipe avec Resnick, qui m'a l'air d'un bon travailleur. Et puis comme il est grand, ce sera lui qui supportera la plus grande partie du poids. Mais je sais que je dois m'attendre à ce que Resnick me repousse avec dédain et se mette avec quelqu'un de sa taille. Alors je demanderai la permission d'aller aux latrines. J'y resterai le plus longtemps possible, et puis je chercherai à me cacher, tout en étant bien certain que je serai aussitôt repéré, hué et battu. Mais tout vaut mieux que ce travail. Eh bien non. Resnick accepte. Bien plus, il soulève, tout seul, la traverse et me la pose avec précaution sur l'épaule droite. Puis il relève l'autre extrémité, la cale sur son épaule gauche, et nous partons. La traverse est couverte de boue et de neige. À chaque pas, elle me rabote l'oreille et la neige me coule dans le cou. Au bout d'une 50aine de pas, je suis à la limite de ce que l'on appelle la capacité normale de résistance. Mes genoux fléchissent, mon épaule me fait mal comme si on la serrait dans un étau, mon équilibre est chancelant. À chaque pas, je sens mes souliers comme aspirés par la boue avide, par cette boue polonaise omniprésente dont l'horreur monotone remplit nos journées. Je me mords profondément les lèvres. Nous savons tous ici qu'une petite douleur provoquée volontairement réussit à stimuler nos dernières réserves d'énergie. Les capots aussi le savent. Il y a ceux qui nous frappent par pure bestialité, mais il en est d'autres qui, lorsque nous sommes chargés, le font avec une nuance de sollicitude, accompagnant leurs coups d'exhortation et d'encouragement, comme font les charretiers avec leurs braves petits chevaux. Arrivés au cylindre, nous déchargeons la traverse et je reste planté là, les yeux vides, bouche ouverte et bras ballants, plongé dans l'extase éphémère et négative de la cessation de la douleur. Dans un crépuscule d'épuisement, j'attends la bourrade qui m'obligera à reprendre le travail et j'essaye de profiter de chaque seconde de cette attente pour récupérer quelque énergie. Mais la bourrade ne vient pas. Resnick me touche le coude. Le plus lentement possible, nous retournons aux traverses. Là, deux par deux, les autres vont et viennent en cherchant à retarder le plus possible le moment de repartir avec un nouveau chargement. Allons, petit, attrape. Cette fois, la traverse est sèche et un peu plus légère, mais à la fin du second voyage, je vais trouver le Vorarbeiter et je lui demande la permission d'aller aux latrines. Nous avons cette chance que nos latrines sont assez éloignées, ce qui nous permet une fois par jour de nous absenter un peu plus longtemps que prévu. Comme il est interdit d'y aller tout seul, c'est Waxman, le plus faible et le plus maladroit du commando, qui a été investi de la charge de Schlassbegleiter, accompagnateur aux latrines. À ce titre, Waxman est responsable de toute tentative d'évasion, hypothèse risible, et de façon plus réaliste de tout retard de notre part. La permission m'ayant été accordée, me voilà partie au milieu de la boue, de la neige grise et des morceaux de ferraille, escortée par le petit Waxman. Avec lui, je n'arrive pas à communiquer, car nous n'avons aucune langue en commun. Mais ses camarades m'ont dit que c'était un rabbin, et même un mélamède, un connaisseur de la Torah, et que, de plus, dans son village de Galicie, il passait pour être guérisseur et thaumaturge. Et pour ma part, je ne suis pas loin de le croire, sinon comment aurait-il fait, fluet, fragile et paisible comme il est, pour réussir à travailler pendant 2 ans sans tomber malade et sans mourir? Et comment expliquer cette stupéfiante vitalité qui éclate dans son regard et dans sa voix, et qui lui permet de passer des soirées entières à discuter d'obscures questions talmudiques en yiddish et en hébreu avec Mendy, le rabbin moderniste. Les latrines sont un havre de paix. Ce sont des latrines provisoires que les Allemands n'ont pas encore munies de ces bas flancs de bois qui séparent d'ordinairement les différents compartiments. Nur für Engländer, nur für Polen, nur für ukrainische Frauen, et ainsi de suite, et un peu à l'écart, nur für Häftlinge,
3 Häftlinge faméliques sont assis à l'intérieur, épaule contre épaule. Un vieil ouvrier russe barbu portant au bras gauche le brassard bleu OST, un jeune Polonais avec un grand P blanc dans le dos et sur la poitrine, un prisonnier de guerre anglais, le teint rose et le visage soigneusement rasé, vêtu d'un uniforme kaki bien repassé, bien propre, impeccable, en dépit de la grosse marque KG, Kriegsgefangener, qui s'étale dans son dos. Un 4e Häftling se tient sur le pas de la porte et à chaque civil qui entre, en dégrafant sa ceinture, il demande inlassablement, d'une voix monocorde, « Êtes-vous français ?» En retournant au travail, on voit passer les camions de cantine, ce qui veut dire qu'il est 10 heures. C'est une heure honnête. La pause de midi se profile déjà dans la brume d'un lointain avenir et nous pouvons commencer à puiser un peu d'énergie dans l'attente. Resnik et moi faisons encore 2 ou 3 voyages, mettant tous nos soins à repérer des traverses légères, quitte à pousser jusqu'aux piles les plus éloignées. Mais à l'heure qu'il est, toutes les meilleures ont déjà été emportées et il ne reste plus que les autres, atroces, hérissées d'arêtes vives, alourdies par la boue, la glace et les plaques métalliques clouées dessus pour le fixage des rails. Quand Franz vient appeler Waxman pour aller chercher la soupe, c'est qu'il est 11 heures. La matinée est presque terminée et nul ne se soucie de l'après-midi. Ensuite, c'est le retour de la corvée, à 11h30, avec l'interrogatoire d'usage. Combien de soupe aujourd'hui? Comment est-elle? Du dessus ou du fond du baquet? Moi, je m'efforce de ne pas les poser, ces questions-là, mais je ne peux m'empêcher de tendre l'oreille aux réponses et le nez à la fumée que le vent apporte des cuisines. Enfin, tel un météore céleste, surhumaine et impersonnelle, comme un avertissement divin, retentit la sirène de midi qui vient mettre un terme à nos fatigues et à nos fins anonymes et uniformes. Et de nouveau la routine. Nous accourons tous à la baraque, et nous nous mettons en rang, gamelles tendues, et nous mourrons tous de l'envie animale de sentir le liquide chaud au plus profond de nos viscères. Mais personne ne veut être le premier, parce que le premier a pour l'eau la ration la plus liquide. Comme d'habitude, le capot nous couvre de railleries et d'insultes pour notre voracité, et se garde bien de remuer le contenu de la marmite, puisque le fond lui revient d'office. Puis vient la béatitude, positive celle-là et viscérale, de la détente et de la chaleur dans notre ventre, et tout autour de nous dans la cabane où le poêle ronfle. Les fumeurs, avec des gestes avares et pieux, roulent une maigre cigarette, et de tous nos habits, trempés de boue et de neige, s'élève à la chaleur du poêle une épaisse buée qui sent le chenil et le troupeau. Un accord tacite veut que personne ne parle. En l'espace d'1 minute, nous dormons tous, serrés coude à coude, avec de brusques chutes en avant et des sursauts en arrière, le dos raidi. Derrière les paupières, à peine closes, les rêves jaillissent avec violence, et une fois encore, ce sont les rêves habituels. Nous sommes chez nous, en train de prendre un merveilleux bain chaud. Nous sommes chez nous, assis à table. Nous sommes chez nous, en train de raconter notre travail sans espoir, notre faim perpétuelle, notre sommeil d'esclave. Et puis, au milieu des vapeurs lourdes de nos digestions, un noyau douloureux commence à se former. Il nous oppresse, il grossit jusqu'à franchir le seuil de notre conscience et nous dérobe la joie du sommeil. Es wird bald 1 Uhr sein, bientôt 1 heure. Comme un cancer rapide et vorace, il fait mourir notre sommeil et nous étreint d'une angoisse anticipée. Nous tendons l'oreille au vent qui siffle dehors et au léger frôlement de la neige contre la vitre. Es wird schnell 1 Uhr sein. Tandis que nous nous agrippons au sommeil pour qu'il ne nous abandonne pas, tous nos sens sont en alerte, dans l'attente horrifiée du signal qui va venir, qui approche, le voici. Un choc sourd contre la vitre. Meister Nogala a lancé une boule de neige sur le carreau, et maintenant, il nous attend dehors, raide, brandissant sa montre, le cadran tourné vers nous. Le capot se met debout, s'étire, et dit sans hausser le ton, à la manière de ceux qui ne se doutent pas d'être obéis, « Alles heraus !» Tout le monde dehors. Oh, pouvoir pleurer. Oh, pouvoir affronter le vent comme nous le faisions autrefois, d'égal à égal, et non pas, comme ici, comme des vers sans âme. Nous sommes dehors, et chacun reprend son levier,
Resnik rentre la tête dans les épaules, enfonce son calot sur ses oreilles et lève les yeux vers le ciel bas et gris qui souffle inexorablement ses tourbillons de neige. Si j'avais un chien, je ne le chasse pas dehors.